Salut et bienvenue sur Beyondless Mind. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de plus frontal, poser clairement la position philosophique que je défends, et expliquer pourquoi, une fois ce cadre assumé, la phrase « Dieu existe » ne joue même plus pour moi le rôle d'une bonne question descriptive sur le réel. Autrement dit, montrer comment je suis passé d'un athéisme argumentatif classique à ce que j'appelle un post-théisme naturaliste non cognitif, en parlant directement de la carte générale avec laquelle je pense le réel. En clair, le contraste est celui-ci. L'athéisme dit « la proposition Dieu existe est fausse ». Mon post-théisme dit « dans mon cadre, Dieu existe n'arrive même plus à fonctionner comme une bonne question sur le monde ». Je vais mettre sur la table les engagements métaphysiques, épistémologiques et axiologiques qui sont en arrière-plan de toutes les vidéos précédentes, même quand je ne les nomme pas explicitement. Ce que je vais présenter, ce n'est pas un avis parmi tant d'autres, c'est un cadre, une façon de décrire ce qu'il y a, une façon de comprendre ce que veut dire connaître, et une façon de situer la valeur, le sens et la morale. Et à partir de là, une façon particulière de comprendre ce qui se passe quand on parle de Dieu. Je ne vais pas te demander d'adopter ce cadre, mon but ici c'est de le rendre visible, cohérent et explicite. En quelque sorte que tu saches depuis où je parle, même si tu n'es pas d'accord. Ce que je décris, c'est une option métaphysique cohérente parmi d'autres, et j'explicite ses conséquences internes pour la question de Dieu. Je vais reprendre le chemin qu'on a déjà parcouru sur la chaîne, expliquer comment j'en suis venu à ce que j'appelle un naturalisme ontologique non modal, et pourquoi, au bout de ce parcours, la question de Dieu cesse de se comporter comme une hypothèse claire sur le réel pour devenir, dans mon cadre, une question qui sort du jeu des questions bien formées sur un monde naturel clos. C'est ce que j'appelle mon post-théisme, plus précisément, un post-théisme naturaliste non cognitif. Non cognitif, ça veut dire que dans mon cadre, les phrases du type « Dieu existe » ne jouent plus le rôle de description vraie ou fausse du monde, comme l'eau bout à 100 degrés ou cette galaxie est spirale. Elles relèvent d'un autre registre, l'engagement, l'attitude, la forme de vie, la manière d'habiter le monde, plutôt que d'une hypothèse supplémentaire sur la structure du réel qu'on pourrait tester, comparer et ajuster. Je n'utilise pas un non cognitif au sens ultra fort où les phrases religieuses seraient de pur bruit dépourvues de contenu. Je veux dire quelque chose de plus précis. Vu les critères de vérité et d'enquête que j'assume partout ailleurs, ces phrases n'arrivent plus dans mon système à se stabiliser comme des hypothèses factuelles supplémentaires sur le monde naturel. Dit autrement, ce que je vais raconter ce n'est pas une preuve de plus contre Dieu, c'est la description d'un système dans lequel la question elle-même change de statut. Concrètement, on va faire trois choses. Premièrement, revenir rapidement sur ce qu'on a déjà construit ensemble sur la chaîne, pour voir le fil conducteur qui relie les vidéos. Ensuite, poser clairement le cadre que j'assume, le naturalisme, le fait brut, la vérité, la valeur, le langage, et comment tout ça se tient ensemble. Enfin, je vais expliquer pourquoi, dans ce cadre, la question de Dieu sort du jeu des hypothèses descriptives que je reconnais comme bien formées sur un monde naturel, et ce que ça veut et ne veut pas dire pour les croyants et pour le dialogue avec eux. Cette vidéo est volontairement longue et dense. Je la pense comme un socle. Si tu veux savoir d'où je parle quand j'analyse une œuvre, un argument théiste ou un concept, c'est d'ici que ça se joue. Ce n'est vraiment pas une vidéo à regarder dans le métro, en vitesse ou quoi que ce soit, c'est plutôt un point de repère avec lequel on pourra revenir toi et moi quand on voudra savoir sur quelle base je parle. Pour comprendre où j'en suis aujourd'hui, il faut repartir de ce qu'on a déjà construit ensemble. Ce n'est pas une illumination mystique ni un retournement soudain, c'est le résultat d'une série d'étapes, de questions posées dans des contextes différents, mais qui tournent autour du même noyau. Donc on a commencé par parler de naturalisme. L'idée centrale était simple, il n'y a qu'un seul monde, sans étage surnaturel par-dessus, et pas de second plan de réalité d'un autre type. Dit autrement, si quelque chose existe, ça existe dans la nature, même si c'est très complexe, même si ça concerne des normes, des symboles, des institutions ou de la subjectivité. On n'a pas besoin d'un monde 2 ou un monde bis, invisible où habiteraient les âmes, les essences ou les valeurs en soi, détachées de toute dynamique matérielle et historique. On parlait déjà de physique, de biologie, de psychologie, de société, de droit, de morale et de sens. Mais toujours dans un seul et même monde avec différents niveaux d'organisation et de description. On a par exemple les molécules, les cellules, les organismes, ou encore les individus, les groupes, les institutions, ou encore les pratiques, les normes, les significations et les récits. On a donc juste un monde, riche, stratifié, mais fermé sur lui-même, tout ce qui existe là-dedans. Ensuite, on a parlé du fait brut. L'idée dans la métaphysique contemporaine, c'est qu'à un certain niveau, les chaînes d'explication s'arrêtent. On peut toujours demander pourquoi, par exemple pourquoi cette loi de la nature plutôt qu'une autre, pourquoi cette constante a cette valeur-là, ou pourquoi l'univers existe plutôt que rien. Mais à force de remonter, on atteint un point où continuer à demander « mais pourquoi encore » ne produit plus de compréhension supplémentaire. On ne découvre pas un mécanisme de plus, on déplace la question, parfois en la rendant plus floue. On parle alors de brute facts en anglais,
des faits qui ne dérivent pas d'autres faits plus fondamentaux via un principe de raison suffisante appliqué à absolument tout. Dit autrement, je ne pars pas du principe qu'il existe une explication métaphysique ultime pour l'existence même du monde, ou une justification finale qui rendrait le réel nécessaire ou inéluctable. Le monde en un sens est là, et c'est le point de départ de toute cette enquête. On commence par le fait qu'il y a quelque chose, organisé d'une certaine manière, et on travaille à partir de là. Avec Kreia, dans Star Wars KOTOR 2, on a exploré la morale sans transcendance. On a posé une question simple mais explosive. Qu'est-ce que ça veut dire faire le bien quand il n'y a plus un dieu qui distribue des points de vertu, ou qu'il n'y a plus de loi de morale tombée d'un ailleurs absolu? Sans transcendance, la morale cesse d'être un système de points bonus ou de pénalités cosmiques. Ce n'est plus un jeu vidéo avec un compteur caché dans le ciel, elle devient affaire de responsabilité, d'ambivalence et de conséquences réelles sur des êtres réels. C'est exactement le terrain d'une axiologie constructiviste. La valeur ne flotte pas dans un ciel indépendant du monde, elle se construit dans les formes de vie, dans la manière dont des êtres comme nous vivent, souffrent, s'attachent, se jugent, inventent des règles, puis les critiquent, les révisent, et parfois les renversent. Avec Dune, on a observé la religion et la prophétie comme construction humaine. On a regardé comment un récit de Messie peut naître à partir de besoins politiques, sociaux et psychologiques, être cultivé, manipulé et amplifié par des groupes qui y trouvent un intérêt, se charger de pouvoir, de peur, d'espoir et de légitimité, ou encore structurer des institutions, des empires et des révolutions. Et tout ça sans postuler une intervention directe d'un au-delà. Dune devient un laboratoire pour voir comment des religions peuvent fonctionner dans un monde strictement immanent où tout ce qui se passe, même le plus sacré, est pris dans des chaînes causales naturelles, psychologiques, sociales et historiques. Dans la vidéo Théisme et athéisme, j'ai posé les grandes positions classiques. Premièrement, croire qu'un dieu existe, donc le théisme au sens fort, il y a au moins un dieu réel indépendant de nos croyances. Ensuite, croire qu'il n'existe pas, donc de l'athéisme au sens métaphysique, aucun dieu n'appartient à l'inventaire du réel. Et enfin, suspendre son jugement, avec l'agnosticisme, soit parce qu'on pense que la question est en principe indécidable, soit parce qu'on n'a pas encore de position tranchée. On a raffiné ça avec des distinctions issues de la philosophie analytique. On a l'athéisme global, donc une position sur tout concept de divin possible, les athéismes locaux, donc les positions ciblées sur tel ou tel dieu en particulier, et les agnosticismes plus ou moins forts, selon qu'on pense que la question est structurellement hors de portée, ou simplement pas tranchée dans l'état actuel du débat. Plus récemment, avec le film Ratatouille, on a posé la question « Qu'est-ce que ça veut dire être humain si on enlève l'idée d'une essence spéciale tombée d'en haut ?» On a vu qu'on pouvait parler d'humanité à partir d'un corps situé, sensible et vulnérable, d'une mémoire individuelle et collective qui sélectionne ce qui compte, d'un langage qui permet de raconter, de promettre et de transmettre, d'institutions qui encadrent ce qu'on fait, ce qu'on valorise et ce qu'on rend possible, et enfin de pratiques comme le goût, la cuisine, la critique, à la fois très concrètes et chargées de sens. Tout ça suffit déjà à faire émerger quelque chose comme une humanité, sans postuler une âme parachutée depuis un autre monde. L'humain devient une configuration de la nature qui s'est complexifiée jusqu'à pouvoir se réfléchir elle-même, se juger, se raconter et produire du sens et des valeurs. Et tout au long de ce parcours, la question de Dieu était déjà en arrière-plan. Peut-on expliquer la morale, la religion, le sens, l'humanité sans avoir besoin d'un étage transcendant ? Et si oui, que reste-t-il concrètement à faire au mot Dieu dans notre carte du monde ? Si tu mets tout ça bout à bout, le fil devient assez clair. On a un réel sans dehors, donc pas d'au-delà ontologique à rajouter par-dessus, des valeurs qui émergent, se transforment et se stabilisent dans des formes de vie, des religions qu'on peut analyser comme des productions humaines, avec leurs logiques internes, leurs fonctions et leurs effets, et une question de Dieu qu'on recadre dans un cadre naturaliste solide, au lieu de le poser dans le vide, comme si elle flottait au-dessus de tout. Le post-théisme, pour moi, c'est ce qui arrive quand tu pousses ce fil jusqu'au bout, sans réintroduire par la fenêtre ce que tu as expulsé par la porte. Maintenant, je vais poser proprement le cadre, parce que tout le reste en dépend. Si tu comprends cette section, tu comprends d'où viennent toutes les prises de position que je vais ensuite avoir sur Dieu, la religion, la morale, la vérité et la conscience. En termes techniques, ce que je défends, c'est une forme de naturalisme ontologique, aussi appelé en anglais Metaphysical Naturalism. Je ne prétends pas représenter le naturalisme officiel, de toute façon il n'y en a pas, mais ma position reste clairement dans la famille des naturalismes métaphysiques, qui affirment que la réalité n'a pas besoin d'un étage surnaturel pour être complète. Concrètement, ça veut dire au moins 3 choses. Premièrement, que tout ce qui existe est naturel. Ça ne veut pas dire que tout est réductible à de la physique de base écrite sur un tableau, au sens naïf.
Ça veut dire que tout ce qui existe est, en dernière analyse, dans le même ordre de réalité que ce que décrivent nos sciences et notre expérience ordinaire. S'il y a des pensées, des normes, des institutions, des œuvres d'art, des rites religieux, ce ne sont pas des choses qui flottent dans un autre monde, ce sont plutôt des configurations particulières de ce monde-ci, avec une histoire, des conditions matérielles, sociales et biologiques. Deuxièmement, il n'y a qu'un seul monde, mais plusieurs niveaux ou régimes de description. On peut décrire ce monde en termes de physique, donc les champs, les particules, les structures spatio-temporelles, et également biologique, les organismes, les métabolismes, les écosystèmes, psychologique avec les perceptions, les désirs, la mémoire, la souffrance, en termes sociaux également, avec les rôles, les institutions, les classes et les réseaux, en normatif également, donc les obligations, le droit, les interdictions, les valeurs, et enfin les aspects symboliques, avec le langage, les récits, les mythes et les systèmes de signes. Ces niveaux ne sont pas des mondes séparés, ce sont des façons différentes de découper la même réalité selon les questions qu'on se pose et ce qu'on cherche à expliquer. Le fait qu'il y ait une norme juridique ou une valeur morale ne veut pas dire qu'on a ajouté une nouvelle substance au monde, ça veut dire que dans ce monde-ci, des êtres comme nous ont mis en place des structures normatives. Troisièmement, quand on fait l'inventaire de ce qui existe, on ne ressent pas le besoin d'ajouter un étage d'êtres surnaturels par-dessus ce que nos meilleures enquêtes sur le monde nous donnent déjà. On peut discuter à l'infini de quel type d'entité on inclut dans cette ontologie naturaliste, les événements, les processus, les champs, les structures, les systèmes, etc. Mais dans tous les cas, ça reste dans la nature. Je parle donc ici de naturalisme ontologique et pas seulement de naturalisme méthodologique. Le naturalisme méthodologique, c'est dire, pour enquêter, on utilise les méthodes des sciences, on n'invoque pas des esprits pour expliquer une grippe ou un tremblement de terre. Le naturalisme ontologique, c'est plus radical. C'est une thèse sur ce qu'il y a, pas seulement sur la façon dont on enquête, mais sur ce qui existe réellement. Et ça ne veut pas dire que tout se réduit proprement à des équations de physique, comme si la biologie, la psychologie ou la sociologie étaient des illusions. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de second monde qui vient s'ajouter à celui-ci pour compléter la réalité. Le réel, c'est ce monde-ci, dans toute sa profondeur, ses niveaux et ses tensions. À ce naturalisme, je rajoute un qualificatif qui est propre à ma façon de penser, le non-modal. Ce n'est pas une étiquette d'école, c'est le nom que je donne à un choix précis dans mon système. Quand je dis non-modal, je veux simplement dire que je ne fonde pas l'existence du monde sur des histoires de nécessité métaphysique ou de meilleur des mondes possibles. À un moment, j'accepte que le monde soit un fait ultime. L'idée est la suivante, je ne cherche pas à raccrocher la nature à un principe de nécessité métaphysique globale qui la rendrait obligatoire dans un espace de monde possible. Je ne dis pas au niveau ultime, l'univers existe parce qu'il doit exister, parce qu'aucun autre monde n'était vraiment possible. Je ne réponds pas non plus à la question pourquoi quelque chose plutôt que rien, en inventant une histoire supplémentaire, un principe, un dieu, une essence, qui viendrait justifier l'existence de la nature par quelque chose d'extérieur à elle. À un moment donné, j'accepte qu'il y a des faits ultimes, des faits bruts. La nature est là, elle a une structure, des lois, des régularités, des symétries, des niveaux et des dynamiques. Mais cette structure ne repose pas pour moi sur un étage encore plus fondamental qui viendrait la justifier de l'extérieur. D'où l'expression « fait brut structuré ». Le terme brut parce qu'il n'y a pas de pourquoi ultime derrière l'existence même du monde. Je ne postule pas qu'il doit exister une raison profonde, cachée, expliquant pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Et j'accepte que cette question puisse arriver à un point où elle ne produit plus d'explication, seulement une demande infinie qui n'a plus de prise. Ensuite le terme structuré parce que ce n'est pas le chaos pur. Il y a des régularités, des relations de dépendance, des symétries et des brisures de symétrie, des invariances, des constantes et des organisations multiniveaux. C'est cette structure qui rend possible la science, la modélisation, la prédiction et la technique. Ce choix met mon cadre en tension avec ce qu'on appelle le principe de raison suffisante, ou PSR, c'est-à-dire l'idée qu'il doit y avoir une raison ou une explication pour tout, sans exception, jusqu'au bout. Mon choix est clair. Je rejette un PSR global qui exigerait une explication ultime pour l'existence du monde lui-même. Cela dit, j'accepte des formes locales de recherche de raison. En physique, en histoire, en biologie, en sociologie, on cherche des explications là où c'est pertinent. Mais on n'érige pas cette pratique en principe métaphysique absolu. Et si je refuse ce PSR global, ce n'est pas parce que j'aimerais abandonner l'explication trop tôt, c'est parce qu'un PSR sans exception a lui aussi un coût. Soit il finit par nous forcer à poser une entité ou un principe nécessaire dont la nécessité reste elle-même opaque, soit il risque de faire disparaître toute forme de contingence réelle en rendant l'ensemble du réel métaphysiquement inévitable. Autrement dit, je prends l'explication très au sérieux, mais j'accepte qu'elle puisse avoir un point d'arrêt. Non pas par paresse, mais parce qu'à partir d'un certain niveau, l'idée d'explication de tout finit par se vider de contenu.
Dans beaucoup de systèmes théistes classiques, c'est précisément Dieu qui est censé jouer ce rôle de raison suffisante ultime. La réponse finale à « pourquoi quelque chose plutôt que rien ?» ou encore « pourquoi ces lois plutôt que d'autres ?» Une fois que je renonce à cette demande d'explication globale, une fois que j'assume qu'il y a un fait brut structuré, la fonction métaphysique centrale assignée à Dieu dans ces systèmes perd son objet. Il ne reste plus dans mon cadre qu'un doublon symbolique par rapport à la nature. Je construis mon système en assumant qu'il y a à un moment des faits bruts sur lesquels toute explication s'arrête. Et ce n'est pas une défaite de l'intelligence, c'est une façon de marquer la limite au-delà de laquelle on ne fait plus que multiplier des mots. La troisième brique, c'est celle de la vérité. Là encore, je m'inscris dans une famille de positions qu'on peut regrouper sous naturalisation de l'épistémologie et pragmatisme. L'idée que la connaissance, c'est quelque chose que des êtres finis font dans le monde, pas une copie magique du réel vue depuis un point de vue de Dieu. Je ne vois pas la vérité comme un miroir métaphysique qui copierait le réel depuis un point de vue extérieur au monde, comme si on pouvait en principe voir la réalité de nulle part, sans être nous-mêmes des morceaux du monde. Je la vois comme un ajustement entre nos pratiques, c'est-à-dire mesurer, expérimenter, débattre, calculer et enquêter, nos énoncés, donc les propositions, les modèles et théories, nos instruments, nos méthodes, nos cadres conceptuels, et un réel qui résiste, qui n'accepte pas n'importe quelle histoire ou n'importe quelle théorie. On essaie des descriptions des modèles, des théories, certaines tiennent, elles prédisent correctement certains phénomènes, elles permettent d'agir efficacement sur le monde, elles s'accordent avec d'autres théories stables et bien testées, et elles résistent à des tentatives honnêtes de les réfuter. Tandis que d'autres s'effondrent, elles échouent empiriquement, elles se contredisent, elles n'expliquent rien de précis, et elles se heurtent à des données qui refusent obstinément de rentrer dans le cadre. Dire qu'une croyance est vraie dans ce cadre, ce n'est pas dire qu'elle a un rapport secret ou mystérieux avec une réalité en soi vue de nulle part. C'est dire qu'elle s'ajuste de manière robuste au monde tel qu'on le teste, dans un réseau de pratiques et d'autres croyances. Ce n'est pas du relativisme, parce que le monde permet certaines choses et en interdit d'autres. Certaines théories marchent de façon stable dans certains contextes avec des prédictions fortes, tandis que d'autres échouent systématiquement et doivent être abandonnées ou profondément modifiées. Je ne défends pas non plus un vérificationnisme ultra strict où seules les phrases directement observables auraient du sens. On peut faire de la théorie, de l'inférence, de l'explication et du modèle abstrait. Je dis simplement que le vrai et le faux se jouent dans un espace d'enquête, de test et de révision, et pas dans un ciel métaphysique séparé où la vérité existerait comme une entité à part. On n'a pas besoin d'une vérité majuscule transcendante, d'une vérité souveraine, pour distinguer le vrai du faux. On a plutôt besoin d'un réel qui résiste, de pratiques de tests relativement fiables, capables d'être critiquées et améliorées, et d'une capacité à réviser nos croyances quand elles se heurtent à ce réel, même si ça nous coûte. En clair, la vérité pour moi, c'est ce qui tient debout dans la confrontation honnête entre nos théories et un monde qui ne se laisse pas raconter n'importe quoi. Donc, quand tu combines un monde sans dehors, un fait brut structuré et une vérité comprise comme ajustement immanent, tu obtiens une conséquence importante. Il y a, pour le dire de façon imagée, une sorte de clôture du disciple. Le langage a un domaine de jeu, un espace de questions pour lesquelles on voit ce que serait une réponse vraie, une réponse fausse, ou encore une absence de réponse faute de données. Par exemple, est-ce que cette théorie physique prédit correctement tel résultat expérimental ? Est-ce que ce traitement réduit effectivement telle forme de souffrance ? Ou encore, par exemple, est-ce que cette explication historique rend cohérent les documents qu'on a ? Pour ce genre de questions, on voit assez bien à quoi ressemble un monde où c'est vrai, un monde où c'est faux, et une situation où on ne peut pas encore trancher, parce qu'il manque des données, ou parce que nos méthodes ne sont pas suffisantes. Et puis, il y a des formulations qui, dans ce cadre, commencent à glisser hors du jeu. Elles ressemblent à des phrases, même grammaire, même mots, mais dès que tu demandes « Concrètement, qu'est-ce qui compterait comme preuve que c'est vrai ou faux ? Dans quel type de monde ce serait clairement confirmé et dans quel type de monde ce serait clairement infirmé ?» À ce moment-là, tu n'obtiens plus rien de net. Un bon test, ce serait de comparer avec des questions clairement mal formées, du type « De quelle couleur est le nombre 7 en lui-même ?» Ou alors « Où se trouve exactement la frontière géographique entre le bien et le mal ?» Grammaticalement, ça ressemble à des questions, mais dès qu'on demande « Qu'est-ce que ce serait concrètement une réponse ?», ça se dérobe. Je ne dis pas que les énoncés religieux sont strictement du même type que ces pseudo-questions dépourvues de prise. Je dis que vu les critères de lisibilité que j'applique partout ailleurs pour parler du monde, ils se rapprochent de ces cas limites. Je ne vois plus clairement ce qui compterait comme monde où il serait confirmé ou infirmé autrement qu'en réécrivant la même histoire avec d'autres mots. Par exemple, compare cette molécule à telle structure, on voit le genre d'expérience, de mesure, de résultats qui pourrait trancher la question, et Dieu, être hors du temps de l'espace, cause l'existence de tout. Dans mon cadre naturaliste, je ne vois plus quelles observations pourraient rendre cette phrase clairement vraie ou clairement fausse, au-delà de ce que décrivent déjà nos théories naturelles.
L'univers qui commence, qui a des lois et qui a des constantes, peut être décrit dans un langage théiste ou dans un langage naturaliste. Ce sont deux cartes différentes, mais les données brutes sont les mêmes. Je ne dis pas que seuls les énoncés directement testables ont du sens. Je dis que pour que j'accorde à une phrase le statut de question descriptive sur le monde, il faut au minimum que je vois ce que serait un monde où elle est vraie, un monde où elle est fausse, et un espace où on ne sait pas encore. C'est là que pour moi, la question de Dieu commence à basculer. Pas seulement comme une proposition fausse, mais comme quelque chose qui perd son statut d'hypothèse claire sur le réel une fois mon cadre posé. On n'est plus seulement dans « est-ce que c'est vrai ou faux ?», mais plutôt dans « est-ce qu'on a encore une proposition qui entre dans le jeu des questions que je reconnais comme bien formées sur un monde naturel clos ?» Dans la littérature, ça rejoint ce qu'on appelle parfois le problème du langage religieux. Comment des énoncés qui portent sur un Dieu hors du temps, de l'espace, infini, immuable, peuvent-ils garder un sens descriptif au-delà de la fonction d'expression d'une attitude, d'une confiance et d'une forme de vie ? Certains auteurs défendent des formes de non-cognitivisme théologique, l'idée que certains énoncés religieux fonctionnent moins comme des descriptions factuelles que comme l'expression d'un engagement, d'un style d'existence et d'une orientation pratique. Je ne dis pas que les croyants se vivent eux-mêmes comme non-cognitifs, ni qu'ils ont tort de ne pas se décrire ainsi. Je ne parle pas à leur place. Ce que je soutiens est plus modeste et plus local. Vu depuis mon système, le naturalisme ontologique non modal, fait brut structuré, vérité comme ajustement immanent, les énoncés de type « Dieu existe » n'arrivent plus à se stabiliser comme des descriptions factuelles supplémentaires du monde naturel, au même titre que « Cette étoile est une naine blanche » ou « Ce vaccin réduit le risque de telle maladie ». Autrement dit, une fois ce cadre adopté, je ne vois plus comment Dieu pourrait se loger comme entité, comme principe explicatif ou comme source de valeur, sans simplement redoubler en plus flou ce que raconte déjà la nature. C'est ce déplacement du statut de la question interne à mon cadre que j'appelle le post-théisme naturaliste non cognitif. Avant de continuer, je précise une chose importante. Je ne prétends pas démontrer ici que mon cadre est le bon de façon absolue. Ce que je montre, c'est si tu assumes avec moi ce type de naturalisme ontologique non modal et cette manière de penser la vérité, alors la question « Dieu existe-t-il » se délite. Les raisons de préférer ce cadre à d'autres, je les travaille dans d'autres vidéos. Ici, je trace surtout ses conséquences internes pour la question de Dieu. Je n'ai pas commencé là, je ne suis pas né post-théiste, j'y suis arrivé par étapes en déplaçant progressivement le centre de gravité de mes questions. On peut résumer ce chemin en 3 phases. Donc dans un premier temps, l'athéisme naturaliste classique. Pendant longtemps, je me situais dans ce qu'on peut appeler un athéisme naturaliste argumentatif. Concrètement, je prenais au sérieux les arguments pour l'existence de Dieu, les arguments cosmologiques, comme la cause première ou le commencement du monde, les arguments téléologiques, l'ordre, le réglage fin de l'univers, les arguments moraux, la valeur objective, l'obligation, et enfin les arguments ontologiques, Dieu comme être nécessaire, etc., etc. Et je prenais au sérieux les arguments contre le problème du mal, donc comment concilier un Dieu bon et tout-puissant avec le mal massif dans le monde, le mal caché, les souffrances qui n'ont aucune justification apparente, la diversité religieuse, donc la pluralité de traditions incompatibles, et enfin l'incohérence de certaines définitions de Dieu, etc., etc. Je lis des auteurs comme Graham Hoppe et Jordan Howard Sobel qui passent ces arguments au peigne fin, en logique, en métaphysique, en théorie de la probabilité, pour voir lesquels tiennent et lesquels échouent. Dans ce cadre, je restais dans le schéma classique, le théisme, au moins un Dieu existe, l'athéisme au sens métaphysique standard, il n'y a aucun Dieu, et l'agnosticisme, la suspension de jugement sous différentes formes, soit parce qu'on n'a pas assez de données, soit parce qu'on pense que la question dépasse nos capacités. Mon camp était clair. À chaque fois que je faisais l'inventaire des arguments, je trouvais que le naturalisme s'en sortait mieux, soit parce qu'il expliquait au moins aussi bien les données, soit parce qu'il le faisait avec moins d'hypothèses supplémentaires, soit parce qu'il se raccordait mieux avec les sciences. Donc je me décrivais comme athée naturaliste au sens fort. Je tenais la proposition « Dieu n'existe pas » pour vrai, et je m'appuyais sur un réseau d'arguments pour motiver ce choix. La phase suivante pour moi, ça a été la consolidation ontologique. Au lieu de rester sur le match argument pour versus argument contre, j'ai progressivement reconstruit mon terrain de jeu métaphysique, c'est-à-dire une ontologie, un seul monde, fait brut structuré sans PSR global, une épistémologie, la vérité comme ajustement immanent sans point de vue divin, une axiologie, le constructivisme immanent, la valeur émergente des formes de vie, et en arrière-plan, une certaine vision de la conscience comme phénomène naturel réflexif. Autrement dit, j'ai cessé de me définir d'abord par ma réponse à la question « Dieu existe-t-il » pour me définir d'abord par une ontologie de la nature et une épistémologie naturalisée. La question de Dieu devient alors une question dérivée. Que devient le concept de Dieu dans ce type d'ontologie ? Et non plus la question première à partir de laquelle tout s'organise. Ensuite, la bascule vers le post-théisme arrive quand tu appliques ce cadre jusqu'au bout, sans traitement de faveur pour le discours religieux.
À force de pousser mon naturalisme ontologique non modal dans toutes ses conséquences, sur l'ontologie, la vérité, la valeur et la conscience, je me suis retrouvé avec quelque chose de plus radical. Ce n'est pas seulement que pour moi Dieu n'existe pas, c'est que je ne vois plus ce que le mot Dieu pourrait désigner de façon intelligible dans ce cadre. Tant que je restais dans le jeu argument pour versus argument contre, même si je trouve la question très intéressante, la question Dieu existe-t-il restait dans le centre du jeu. On discute des probabilités, des meilleures explications et des scénarios possibles. Mais dès que je stabilise mon ontologie et ma conception de la vérité, cette question commence à perdre sa forme. Elle cesse d'être la grande question métaphysique et devient une question parmi d'autres. Est-ce que ce concept a encore un rôle dans ma carte du réel ? Formulé autrement, tant que je jouais au jeu qui a les meilleurs arguments, j'étais athée. Je considérais Dieu existe comme faux au sens descriptif sur la base d'un certain état du débat. Et une fois que j'ai assumé jusqu'au bout mon cadre naturaliste, je deviens post-théiste. Je considère que Dieu existe n'est plus une bonne question descriptive du réel, et qu'elle ne parvient plus à se loger dans la carte comme une hypothèse de plus à tester. L'athée dans ce schéma dira « la proposition Dieu existe est fausse ». Le post-théiste que je suis dit « dans mon cadre, Dieu existe n'arrive même plus à se stabiliser comme proposition bien formée sur le réel naturel. Le mot Dieu n'accroche plus rien dans mon ontologie. Il reste le mot Dieu, il reste des traditions, des textes, des rituels, des formes de vie religieuse et une histoire immense. Mais du point de vue de mon ontologie, ce mot ne parvient plus à nommer ni un type d'entité réelle, ni un rôle explicatif nécessaire, ou encore une fonction normative qui ne puisse pas être entièrement retraduite en vocabulaire naturel. C'est là que le terme post-théisme me paraît plus juste que simplement athéisme. Je ne me contente pas de nier une hypothèse théiste de plus dans un catalogue, je considère que dans mon cadre, la question elle-même sort du domaine des questions bien formées sur le monde. Et ce n'est pas non plus une simple indifférence du type « je m'en fiche de la religion », c'est une conclusion structurelle. Une fois que tu as verrouillé ce type d'ontologie et de vérité, la case Dieu n'a plus de fonction dans la carte. À ce stade, il y a un potentiel malentendu classique à désamorcer. Quand je dis pour moi la notion de Dieu est caduque, je ne suis pas en train de dire que personne ne peut parler de Dieu de façon cohérente dans son propre cadre, ni que les croyances seraient irrationnelles par essence, très loin de là, ou que tout discours religieux serait simplement absurde ou idiot. Je dis quelque chose de plus ciblé. Dans le cadre ontologique, épistémique et axiologique que j'assume, le concept de Dieu ne trouve plus de place. Autrement dit, si tu entres dans mon système, le naturalisme ontologique non modal, le fait brut structuré, la vérité comme ajustement immanent, la valeur construite dans les formes de vie, alors dans ce système-là, la case Dieu ne joue plus de rôle explicatif, ontologique ou normatif nécessaire. On peut bien sûr rajouter Dieu par-dessus, mais alors ce n'est plus une nécessité conceptuelle. C'est un choix en plus, une redondance, une couche symbolique que je trouve superfétatoire du point de vue de l'explication. Je ne prétends pas que tout le monde doive entrer dans ce système. Je ne prétends pas non plus qu'il soit la seule façon légitime de faire de la philosophie ou de donner sens à sa vie. Et surtout, je tiens à dire explicitement que j'ai un respect intellectuel réel pour une partie importante de la philosophie théiste analytique contemporaine. Pour prendre quelques exemples, Alvin Plantinga avec sa défense du libre arbitre pour penser le lien entre Dieu, le mal et la liberté, Richard Swinburne qui construit un dossier cumulatif en combinant plusieurs types de considérations en faveur du théisme, William Lane Craig qui a remis au premier plan l'argument cosmologique du kalam en le connectant à la cosmologie contemporaine, ou encore Andrew Locke qui propose une version récente de l'argument cosmologique en combinant des intuitions kalam et thomistes. Ce sont des travaux sophistiqués avec un niveau réel de rigueur logique et métaphysique. On est très loin des slogans de forums ou des punchlines de débats YouTube ou TikTok. Quand je dis que certains argumentéistes sont solides dans leur propre cadre, je veux dire ceci. Une fois leurs axiomes logiques, leurs principes métaphysiques et leurs thèses de fond acceptés, les conclusions suivent souvent de manière cohérente. Mon désaccord ne porte pas principalement sur la validité interne du raisonnement, mais sur ses prémices de fond. En particulier sur des choses comme un PSR global, certaines conceptions fortes de la nécessité métaphysique, ou encore certains engagements modaux. Mon post-théisme ne vient donc pas d'un mépris de cette tradition, ni d'une caricature du théisme. Tout au contraire, il se construit en tenant compte du fait que le camp théiste a produit des arguments et des systèmes d'une grande finesse. Même après avoir reconnu ça, même en acceptant que certains arguments théistes sont techniquement solides dans leur propre cadre, ma conclusion reste, dans le cadre ontologique que j'assume, je ne vois plus où Dieu peut se loger sans faire doublon superflu avec la nature. C'est un point de structure et pas une attaque contre les croyants. C'est une manière de dire, dans ma carte, cette case ne sert plus à rien pour décrire le monde. Cela étant, on peut maintenant condenser tout ça en quelques blocs pour que ce soit plus facile à garder en tête. Donc premièrement, je vais défendre un naturalisme ontologique, l'idée qu'il n'y a qu'un seul monde naturel sans étage surnaturel distinct, et ce monde est un fait brut structuré.
On peut faire de la science, parler de lois, d'émergence, de niveau et de régularité. Mais à un moment, on accepte qu'il n'y a pas de pourquoi ultime derrière l'existence du monde lui-même. Le monde est le donné de départ sur lequel on travaille. Sur le plan épistémologique, la vérité n'est pas une copie d'un monde en soi vu depuis un point de vue divin ou extérieur. C'est un ajustement progressif entre nos théories, nos modèles, nos pratiques et un réel qui résiste. Et enfin, on corrige nos croyances en fonction de ce que le réel rend possible, interdit, rend prévisible ou non, soit par confrontation, révision ou raffinement. Et enfin, pour mon axiologie, la valeur n'est pas là dehors dans un ciel des valeurs, ni injectée de l'extérieur par un être transcendant. Elle émerge et se construit dans les formes de vie, dans la manière dont des êtres comme nous vivent, souffrent, veulent, jugent, instituent des normes, corrigent leurs intuitions et apprennent de leurs échecs. Ce n'est pas du relativisme mou, c'est un constructivisme immanent. La normativité est produite dans le monde, mais toutes les productions ne se valent pas. Certaines stabilisent mieux la vie, réduisent la souffrance, permettent une coopération durable et une critique plus lucide, etc. etc. Donc finalement, dans ce cadre, la question « Dieu existe-t-il » ne tient plus sa place comme une hypothèse descriptive claire sur le réel. Ce n'est pas seulement que pour moi la bonne réponse serait non, c'est que la question sort du domaine des questions bien formées sur un monde naturel clos. Je ne rajoute pas Dieu à la liste des entités possibles pour ensuite le rayer. Je constate qu'une fois mon cadre posé, il n'y a plus de rôle intelligible pour ce mot comme élément de la carte du réel. C'est ce que je veux dire quand je parle de post-théisme. Ce que je viens de faire ici, c'est une vue d'ensemble. C'est utile pour savoir depuis où je parle, mais ce n'est pas idéal si tu veux creuser chaque point avec précision conceptuelle. La suite logique, c'est donc de découper ce parcours en briques. Je vais prochainement lancer une playlist de mini-vidéos où je vais reprendre un par un les éléments de ce système. Par exemple, une vidéo sur la modalité, pourquoi je ne fonde pas mon ontologie sur la nécessité, ce que ça change à la question pourquoi quelque chose plutôt que rien, et pourquoi je ne cherche pas à ancrer la nature dans un espace de monde possible plus fondamental. Une vidéo sur l'explication, qu'est-ce que ça veut dire expliquer dans un monde de faits bruts, et pourquoi je n'ai pas besoin d'un principe de raison suffisante absolue pour prendre l'explication au sérieux. Ou encore une vidéo sur la valeur comme construite et non découverte dans un ciel des valeurs, comment la normativité émerge et comment on peut critiquer des valeurs tout en étant constructiviste. Chaque vidéo sera courte, autonome et centrée sur une question précise. Mais si tu les suis dans l'ordre, tu trouveras le chemin complet qui mène de mon naturalisme au post-théisme. Je vais terminer cette vidéo en résumant l'histoire de cette façon. Je suis parti d'un athéisme naturaliste argumentatif nourri par la littérature analytique sur les arguments pour et contre Dieu. Ensuite, j'ai déplacé le centre de gravité vers une ontologie de la nature, un monde sans dehors, brut et structuré, où la vérité est un ajustement immanent et la valeur émerge des formes de vie. J'ai ensuite pris au sérieux ce que produisent les philosophes théistes contemporains les plus solides, et enfin, en alignant tout ça dans un seul système, j'arrive à une position où la question de Dieu ne joue plus son rôle. Elle sort du jeu des hypothèses que je considère comme bien formées sur le réel. C'est ça pour moi, le post-théisme. Pas une victoire dans un débat, pas un jugement moral sur les croyants, mais la conséquence logique d'un certain choix d'ontologie, d'une certaine façon de penser la vérité et la valeur, au point que la question Dieu existe-t-il elle-même se défait dans ce cadre. À partir de maintenant, quand je parlerai de naturalisme, de religion, de sens, de valeur, ou que j'analyserai une œuvre de fiction, ce sera depuis ce cadre-là. Si tu veux savoir comment chaque pièce s'emboîte, la série des mini-vidéos arrive. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce socle, ça m'a pris beaucoup de temps de recherche, mais beaucoup de plaisir à vous apporter ça. Et comme toujours, merci d'être là encore une fois. Bienvenue sur Beyond Less Mind, c'était Nocto, et on se retrouve très vite pour la suite.